Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre avant-dernière vidéo de notre série consacrée à l'alimentation végétale et comme je vous l'ai déjà annoncé il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, peu importe, aujourd'hui on se retrouve pour parler des causes et des fondements du véganisme. Donc dans cette vidéo, je vais inclure à la fois le véganisme et le végétalisme, tout simplement parce qu'au niveau du régime alimentaire, on est sur des régimes qui sont identiques, mais également parce que les fondements et les causes sont assez similaires. Néanmoins, je le précise pour les personnes qui n'auraient peut-être pas vu mes autres vidéos, il est bien évident que vegan et végétalien ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas trop au fait de ces termes, je vous renvoie à ma vidéo d'il y a 2 ou 3 semaines qui va s'afficher, je pense ici, ou là d'ailleurs, j'en sais rien, qui parlait justement des différences entre vegan et végétalien. Là, l'idée, c'est que simplement, comme on a des causes qui sont assez similaires, voilà, je les traite ensemble pour pas avoir à faire 40 000 vidéos sur des sujets qui sont sensiblement pareils. Voilà pour ça. Alors, au niveau du plan, très rapidement, pour vous expliquer de quoi je vais vous parler, je vais commencer par le fondement, on va dire, plutôt philosophique, le point de vue intellectuel qui justifie finalement qu'on refuse, en tous les cas, de consommer, que ce soit dans sa vie quotidienne pour les véganes ou exclusivement dans l'alimentation pour les végétaliens, des produits d'origine animaux. Et ensuite, je vous donnerai 2 exemples un peu plus pragmatiques, à savoir tout ce qui est relatif au lait, aux produits laitiers et ensuite aux œufs, pour vous expliquer de manière plus pragmatique pourquoi certaines personnes refusent de les consommer. Je vous en dis pas plus, on passe tout de suite au fondement philosophique. Comme je vous le disais, effectivement, il y a une sorte de fondement philosophique, une idée derrière le fait que certaines personnes refusent de consommer des produits animaux. Ce fondement, cette cause, s'appelle l'antispécisme. Alors, l'antispécisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui semble un petit peu barbare finalement pour parler du refus de discriminer, de faire une différence fondée sur le critère de l'espèce. En fait, l'idée c'est que nous sommes l'espèce humaine, il y a différentes espèces d'animaux, vous avez les chats, les chiens, etc. C'est effectivement quelque chose qui marque une différence entre nous, une différence génétique. Pour autant, les personnes qui se revendiquent de l'antispécisme ne voient pas dans cette différence un critère suffisant pour justifier une différence de traitement. Pour faire un petit parallèle, on va dire historique, on peut un petit peu comparer avec ce qui se passait à l'époque avec les notions par exemple de race ou de sexe. Il y a eu une époque où effectivement on considérait qu'il y avait la race blanche et la race noire. Effectivement, il y avait des gens qui étaient de couleur blanche, des gens qui étaient de couleur noire, et on considérait que cette différence, c'était un critère suffisant pour faire une distinction. De même, on a longtemps considéré que les femmes et les hommes avaient des différences qui justifiaient effectivement qu'ils ne soient pas traités de la même manière. Or aujourd'hui, on considère en tous les cas que c'est des critères qui sont complètement aberrants. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on traiterait différemment un blanc d'un noir ou bien une femme d'un homme. Et bien là, effectivement, on est sur la même idée. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on traiterait différemment un animal d'un humain. Dans les grandes lignes. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails ensuite, c'est juste pour que vous voyez vraiment l'idée de la définition. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin pour vraiment expliquer ce fondement-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le comprendront pas forcément juste de par la définition. Donc pour vous expliquer un petit peu comment on arrive à ce raisonnement où on refuse de faire une distinction selon le critère de l'espèce, c'est tout simplement en interrogeant le propre de l'homme. On nous a longtemps dit, en tous les cas beaucoup de philosophes, de penseurs, estimaient que le propre de l'homme, c'était sa conscience de lui-même et son intelligence, sa capacité de ressentir des émotions, etc. Donc forcément, on estimait que comme on était la seule espèce à avoir cette capacité-là, on pouvait discriminer les animaux. Or, et c'est là où c'est intéressant, il y a de plus en plus de scientifiques et d'études qui montrent que, en fait, on n'est pas du tout les seuls à ressentir des choses. Les animaux, surtout les mammifères d'ailleurs, mais pas que, ils sont capables de sentiments. Ils sont capables d'éprouver des choses, d'éprouver de la souffrance, d'éprouver de l'envie, du plaisir, etc. Donc on voit finalement que ces choses que l'on attribue à l'espèce humaine ne sont pas propres à l'humain. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a une différence de degré. En tous les cas, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à prouver que les animaux pouvaient avoir une conscience aussi développée peut-être sur certains aspects que la nôtre. Et finalement, on serait donc dans une différence non pas de nature, c'est-à-dire conscient, non conscient, mais plutôt de degré, c'est-à-dire conscient de manière très développée ou conscient un petit peu moins développé, pour schématiser. Donc l'idée c'est de se dire finalement, vu qu'on n'a pas de différence de nature, vu qu'on a 2 êtres conscients, pourquoi discriminer l'un, pourquoi le discriminer par rapport à l'autre ?
Et vous allez me dire, oui, ben, il est moins intelligent, donc c'est normal qu'on se considère comme étant supérieur. Et là, l'argument justement qui est opposé par les antispécistes et que je trouve intéressant, c'est que du moment que finalement on nous dit il est moins intelligent donc il devrait avoir par exemple moins de droits ou qu'il devrait être moins respecté ou qu'on pourrait l'exploiter, on peut renvoyer finalement tout simplement à l'espèce humaine elle-même qui a des individus qui ont finalement une conscience qui est moins élevée. On peut parler des bébés, encore que c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est un être en devenir, donc effectivement à terme il en aura, mais on peut parler des personnes qui ont des pathologies. On peut parler soit des personnes qui sont, admettons, dans le coma, et qui donc on ne sait pas forcément si elles ont la capacité de sentir ou non. On peut parler des personnes qui ont des handicaps mentaux aussi, qui ont clairement pas la même conscience. Pourquoi est-ce que finalement ces personnes-là, qui ont des degrés du coup de, disons, on va dire, intellectuels peut-être moins élevés que l'humain lambda, pourquoi est-ce qu'elles, on leur donnerait les mêmes droits que la plupart des humains, alors que les animaux qui finalement ont également un degré de conscience moins élevé, on ne leur donne pas les mêmes droits. Voilà un petit peu le mouvement philosophique qu'il y a derrière l'antispécisme et les questions un petit peu que ça interroge. Alors je vous dis ça très schématiquement, c'est pour vous expliquer un petit peu le mécanisme, après c'est beaucoup plus pointu que ça, moi je vous le dégrossis un petit peu pour que vous compreniez. Et pour revenir un petit peu à la conséquence, parce que là je vous ai parlé de droit de façon un peu maladroite, je le concède, mais bon peu importe, c'était voilà pour vous donner une idée. Là, ce dont je veux vous parler, c'est surtout de la conséquence de ce point de vue philosophique. La conséquence de cet antispécisme, c'est pas tant dans la revendication de droit que dans la revendication de non-exploitation. L'idée, c'est de se dire finalement, dans la mesure où ces êtres-là sont capables de souffrir, sont capables de ressentir des choses, on ne devrait pas les exploiter de la même manière qu'on ne devrait pas exploiter des humains. Vous me direz, on exploite déjà des humains, mais bon, la question n'est pas là. La question, c'est de se dire finalement, on refuse, puisque nous sommes une espèce finalement au même niveau que les autres espèces animales, d'exploiter les autres espèces. On le refuse parce qu'il n'y a pas de justification philosophique de supériorité dans ces questions-là, donc on refuse leur exploitation. Ce qui explique effectivement que certaines personnes refusent du coup de manger tout produit issu des animaux, puisqu'on considère que ce sont des produits qui sont issus de l'exploitation animale. On refuse aussi par exemple de consommer des produits dans notre vie quotidienne qui soient issus des animaux, donc typiquement le cuir. Pourquoi ? Parce que le cuir, c'est issu de la peau d'un animal qu'on aura élevé et donc exploité pour cette ressource-là. Finalement, on refuse de voir les animaux comme une ressource, mais finalement comme, peut-être pas un congénère, mais tout du moins comme une espèce à part entière, à égalité d'un point de vue philosophique avec nous. Et véritablement, c'est ce fondement qui justifie toutes les actions des véganes, ou tout du moins qui fondent leurs actions, qui fondent leur refus d'aller au zoo, parce que là on considère finalement que les animaux seraient enfermés et qu'on les exploiterait, qu'on les enlèverait de leur milieu naturel pour notre propre plaisir, finalement, pour juste aller les observer. On refuse effectivement tous les produits qui sont testés sur les animaux parce que, en tous les cas d'un point de vue cosmétique, on ne justifie pas que pour notre plaisir, mettons de se maquiller, on puisse faire souffrir des animaux en testant des produits qui tuent, et vous voyez que ça peut aller très loin. Donc là on est vraiment voilà, sur le fondement philosophique, tout ce qui abonde un petit peu le véganisme, et je trouvais ça vraiment intéressant de vous le dégrossir, de prendre du temps en tous les cas pour vous le dégrossir, parce que c'est un mouvement qui en général est très mal compris et qui est très critiqué. Et alors on est d'accord ou pas avec ce courant, peu importe, j'ai envie de dire, on peut tout à fait estimer que cette question de critère de l'espèce est pertinent, ça c'est un choix qui est propre, on n'est pas obligé d'être d'accord. En revanche, l'idée c'est vraiment de montrer qu'on n'est pas juste sur... comme j'ai pu l'entendre sur des comédiens ou sur des gens qui en gros sont un petit peu des bobos à la mode, etc. Il y a un vrai courant de pensée qui a été, je crois que ça date des années 70 quand même, donc c'est quand même pas non plus quelque chose qui se développe juste aujourd'hui, et qui en tous les cas est là pour justifier ce courant-là. Voilà en tous les cas pour ce premier point. Deuxième point dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça va être finalement les raisons un peu plus pragmatiques qui poussent les personnes à ne pas consommer de produits animaux. Donc là, ça s'adresse peut-être un peu plus aux végétaliens, qui ne se revendiquent d'ailleurs pas forcément de l'antispécisme, mais qui ont des raisons, vous allez le voir, tout à fait logiques et pragmatiques de refuser certains produits animaux. On va commencer par les produits issus de l'industrie laitière, pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il peut être légitime de refuser d'en consommer. En effet, moi j'ai souvent entendu dire, voilà, en tant que végétarienne, franchement Marie, moi je comprends je comprends que tu sois végétarienne, à la limite que tu veuilles pas faire souffrir les animaux, je comprends. Par contre, alors ces végétaliens, je les comprends pas, je veux dire, boire du lait ça a jamais fait de mal à une vache. Et justement, j'ai envie de déconstruire un petit peu ce mythe pour vous expliquer comment ça se passe pour les personnes qui ne le sauraient peut-être pas.
Donc pour toute l'industrie laitière, on le sait, la vache est un mammifère. Bon, jusque-là, je vous ai pas appris grand-chose. Et effectivement, pour avoir du lait, une vache doit avoir un bébé. Tout simplement, c'est comme les femmes, en général, on n'a pas de lait quand on n'a pas de bébé, pour les vaches c'est pareil. Donc vous comprenez bien que dans cette idée-là, il faut que les vaches, elles aient régulièrement des bébés pour avoir du lait. Du coup, comment ça se passe concrètement ? La plupart du temps, on est sur des vaches qui, dès l'âge de 1 ou 2 ans, je crois que c'est 2 ans précisément, sont inséminées artificiellement, et le sont de façon très régulière, puisque tous les ans, finalement, elles vont mener une grossesse pour avoir du lait. Ça, c'est la première chose. Donc, alors je suis désolée de ce parallèle, mais je le fais pour qu'on puisse un petit peu se rendre compte. C'est comme si finalement, une femme était enceinte tous les ans, et que, en fait, on lui faisait faire des bébés pour lui prendre son lait. Donc voilà, dit comme ça choque un petit peu, mais c'est un petit peu la réalité de ce qui se passe aussi. Je suis désolée de le dire, mais voilà, c'est comme ça. Donc on a des vaches effectivement qui font des bébés très régulièrement, donc vous imaginez d'ailleurs d'un point de vue santé qu'elles sont quand même pas fondamentalement faites pour ça, parce qu'à la base une vache, quand c'est un bébé, c'est censé l'élever pendant un certain temps, donc pas forcément en faire de manière régulière, ce qui est effectivement épuisant d'un point de vue physique pour elle. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, vous l'imaginez bien, le veau quand il est censé téter, puisque le lait à la base il est pour lui. Mais si nous on veut prendre ce lait, forcément on peut pas avoir un veau qui tète sous la mer, ou tout du moins très peu. Donc dans la majorité des cas, ce qui est pas tout le temps vrai, mais ce qui est quand même majoritaire et ce qui est le cas en tous les cas dans l'industrie, ce qu'on fait c'est que dès que le veau est né, quand il a en général quelques heures, 24 heures tout au plus, on l'enlève à sa mère. Et ce qu'il faut savoir, et si vous n'avez pas vu de vidéo sur ces questions-là, je vous invite à le faire, c'est que c'est un véritable déchirement pour ces animaux, que ce soit pour la maman ou pour le bébé, tout comme on enlèverait un nouveau-né à sa maman en fait, c'est la même chose. On voit régulièrement des vaches qui cherchent leur bébé pendant des jours, qui crient à la mort parce qu'elles sont traumatisées du fait qu'on l'ait enlevé, et encore une fois qu'on ait enlevé leur bébé pour leur prendre leur lait. Enfin, vous imaginez quand même l'horreur que c'est, si on le transpose en tous les cas pour nous en tant qu'être humain, je pense que vous pouvez ressentir la peine qu'aurait une maman à qui on arrache son bébé juste pour lui prendre son lait. Et pour ceux qui s'inquiéteraient du sort du veau, c'est assez simple, c'est soit c'est une femelle et auquel cas elle aura la même vie que sa maman, soit c'est un petit mâle qui auquel cas ira se faire manger parce que voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Et du coup c'est beau pour les faire grandir, forcément il faut quand même qu'ils mangent, donc on leur donnera on va dire des palliatifs, c'est pas vraiment le mot, mais des substituts, voilà, c'est mieux, au lait de leur mère, qui n'est pas du tout adapté pour eux, mais qui permettront qu'ils engraissent beaucoup plus vite. Ça, c'était pour la partie séparation du veau avec la mère. Si on continue un petit peu sur juste le sort de la maman, donc effectivement on va la traire, et ce qu'il faut savoir, et c'est quand même je pense intéressant, et ça en dit long sur les méthodes de l'industrie. Au-delà de la question juste du lait, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Aujourd'hui, une vache, elle produit à peu près par an, en moyenne, un petit peu moins de 7 ml de lait. Donc c'est quand même beaucoup, mais pour vous donner une petite échelle, 7 ml de lait, c'est à peu près 4 fois plus que les besoins d'un veau. C'est-à-dire qu'en fait, on les pousse à vraiment surproduire par rapport aux besoins, on va dire, normaux, et c'est une production qui est d'ailleurs 4 fois supérieure à ce qu'il y avait en 1945. Donc on voit qu'on est vraiment dans cette idée d'animal outil, d'animal ressource, qu'on va pousser dans ses retranchements pour avoir une quantité de lait qui n'est pas du tout naturelle, pour avoir des gros rendements. Et bien évidemment, vous imaginez qu'une vache qu'on insémine tous les ans, qui fait des bébés tous les ans et qu'on traite à une quantité qui est justement pas naturelle, ça donne des animaux qui sont malades, qui ont beaucoup de pathologies, qui ont du mal à se lever, qui sont faibles, qui ont des carences, qui ont des mammites, etc. Bref, on est quand même sur, on peut le dire, de la souffrance animale, qui ne dit pas son nom, parce qu'effectivement, on considère que, souvent, tant que l'animal n'est pas mort, on se dit, voilà, on lui fait pas de mal. C'est pas forcément le cas. Et ce qu'il faut savoir aussi, j'en terminerai là-dessus sur les produits laitiers, c'est que forcément la vache, au bout d'un moment, elle arrive à épuisement, comme vous pouvez l'imaginer, sachant que en moyenne une vache ça vit à peu près 20 ans, dans l'élevage ça dure à peu près 12 ans, c'est-à-dire quand on estime qu'elle est suffisamment fatiguée, qu'elle a assez donné, elle va aller prendre sa retraite, mais contrairement à nous, elle n'a pas une retraite avec de l'argent qui tombe tous les mois pour aller se faire plaisir, non, la vache, la retraite c'est la réforme, et la réforme c'est quoi ? C'est tout simplement l'abattoir pour en faire de la viande qu'on va consommer. Donc finalement on voit que c'est une vache qui... Finalement, elle aurait peut-être eu une meilleure vie si ça avait juste été une vache d'abattoir parce qu'elle n'aurait pas subi toute cette utilisation, on va dire. Voilà, un petit peu pour vous expliquer comment ça peut se passer dans l'industrie laitière et que c'est pas si propre que ça et que c'est pas si exempt de souffrance que ça. Deuxième exemple, encore une fois, de produits d'origine animaux dont on dit souvent qu'il n'y a pas forcément de problématique à en manger,
parce que en tous les cas on ne tue pas d'animaux pour ça, ce sont les œufs. Effectivement on peut se dire bon bah voilà on a un œuf qui est pas fécondé, donc après tout on ne fait souffrir personne. Alors j'ai déjà un petit peu parlé de cette question dans ma vidéo sur le végétarisme, normalement vous devriez avoir le lien juste là, mais je vais en reparler quand même rapidement. Ce qu'il faut savoir déjà au niveau de l'industrie, c'est que les poules pondeuses qui sont voilà, élevées de manière industrielle, et ben, elles ont l'espace d'une feuille A4 toute leur vie, elles ne voient pas la lumière du jour. Donc bon, en termes de, on va dire, de conditions de vie, on a fait mieux. Mais c'est surtout que quand les poules pondent, quand on a des œufs, il faut de temps en temps renouveler. Donc effectivement, on va faire éclore des poussins. Et la grosse problématique qu'il y a avec ça, c'est que les poussins, ben, on va avoir des mâles et des femelles. Donc les femelles, très bien, elles pondent, on va les garder. En revanche, les poussins mâles, aucun intérêt, d'autant que ce ne sont pas les mêmes poussins que ceux qu'on utilise pour faire des poulets, de la viande, etc. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et bah tout simplement, on les broie ou on les gaze. Voilà, vivants, bien entendu, sinon ce n'est pas drôle. Donc on se rend compte quand même qu'en termes de neutralité de souffrance pour les animaux, on n'y est pas tout à fait, parce que même si quand on mange notre œuf directement, on ne fait pas souffrir un animal, on encourage toute cette industrie qui est quand même très violente et qui est très, très génératrice de souffrance à continuer. D'autant qu'on le sait, les poules n'ont pas forcément, les poules pondeuses, des conditions d'élevage qui sont géniales, ce qui n'est pas le cas pour toutes, mais encore une fois, la grande majorité des cas, c'est-à-dire l'industrie, ben voilà, on sait qu'elles ont des conditions qui sont absolument affreuses, et puis c'est surtout qu'on le sait, une poule en moyenne ça vit à peu près 12 ans, bon, bah dans l'industrie, les poules pondeuses c'est à peu près 1 an. Donc on voit que c'est des animaux, encore une fois, qu'on va pousser à des cadences qui vont être énormes, qu'on ne va utiliser que comme une ressource finalement. Là on déshumanise, si j'ose dire, on désanimalise peut-être notre animal pour en faire un outil, une ressource. Et effectivement, au-delà de la question de savoir si on peut ou pas exploiter les animaux, parce qu'on pourrait se dire effectivement, il y a des poules qui sont dans des conditions qui sont mieux et auquel cas on pourrait accepter de manger leurs œufs, là on se rend vraiment compte que on accepte vraiment de la souffrance pure, et voilà, c'est un petit peu ce que je voulais faire transcrire à travers cette vidéo, c'est que le véganisme, le végétalisme, etc., ce sont des mouvements qui vont vraiment au-delà de juste la question de la mort des animaux, qui prennent en compte véritablement leur souffrance, et on le sait aujourd'hui, consommer des œufs ou consommer du lait, quand on ne connaît pas forcément l'éleveur, quand on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait, il y a d'énormes chances pour que ça ait généré des souffrances énormes, et vraiment... je veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là-dessus, mais si vous me croyez pas, ou si vous pensez que j'exagère, etc., allez regarder des vidéos, allez sur l'association L214, vous avez plein de rapports, vous avez plein de choses qui expliquent, documentez-vous et vous allez voir que je pense que je suis au-delà de l'effet absolument atroce qui se passe. Je veux pas être trop traumatisante dans mes vidéos non plus, mais voilà, allez voir ça, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le véganisme, que ça vous aura permis, ou le végétalisme, que ça vous aura permis de le comprendre un petit peu plus, d'être peut-être moins critique si vous ne compreniez pas vraiment ce régime, et d'être voilà, un peu plus englobant et qu'on comprenne que chacun peut trouver sa place, quel que soit son régime et quelle que soit la place qu'il met pour les animaux dans cette question-là. J'ai volontairement exclu toute la question de donner des droits aux animaux parce que je voulais pas faire cette vidéo trop longue. Sachez cependant que c'est des courants de réflexion qui sont en cours, qui sont beaucoup trop complexes pour en parler juste dans une vidéo comme ça. Peut-être que dans quelques mois j'en ferai parce que je trouve cette question assez intéressante. Surtout moi en ayant une formation juridique, je trouve que c'est intéressant justement de voir ces questions-là sous un autre angle. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo sur ce sujet-là où on parlera de l'alimentation, où je ferai un rapide tour finalement de toutes les questions relatives à l'alimentation végétale. Et après, je repartirai sur mes vidéos de base qui étaient quand même le zéro déchet. Voilà, donc pour les personnes qui me suivaient plus sur la question du zéro déchet, ne vous inquiétez pas, on y revient. Je pense qu'on fera une vidéo sur le zéro déchet dans la salle de bain d'ailleurs d'ici 15 jours, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt.